WebEx Assistant is Ça enabled commence un to peu save audio highlights. à prendre de l'aile. Bon. J'attends encore 2 minutes. Je démarre à 25 s'il le faut. Vous étiez en cours avant 11 heures? Oui. Oui. Ouais. Et vous avez cours, bien sûr, après à 13 heures, c'est ça? Vous m'avez dit, vous avez raison. Oui. Et à 14h40? Vous avez quelque chose à 14 heures? Non, on n'a rien à 14h30. Je ne sais pas cette fois-ci. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourra récupérer le TD d'hier? Si là, vous ne vous faites pas un peu trop? Vous avez commencé à quelle heure aujourd'hui? À 8 heures ou à 9h40? 9h40. 9h40. Et le 19. Attends encore un petit peu avant de demander. Il me semble que la dernière fois, on s'est arrêté dans l'algorithme de calcul des composantes fortement connexes, c'est bien ça? Oui. Enfin, la composante fortement connexe. Je me rappelle pas ça. On s'est arrêté. D'accord. On avait vu l'exemple en principe. Oui. Donc, on s'est arrêté ici. That's my best friend. Bestie. Dun, dun. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'en principe, j'avais défini, là, il faut passer ce que c'est une composante fortement connexe. Donc, une composante fortement connexe, c'est un ensemble de sommets, c'est un sous-ensemble de sommets, si vous voulez. Si on prend chaque couple de sommets, il existe un chemin de l'un vers l'autre et réciproquement. C'est-à-dire qu'il existe un chemin pour aller de l'un vers l'autre et de revenir aussi vers le premier. Quel que soit le couple qu'on prend de ce sous-ensemble de sommets. Maintenant, si vous voulez, cette notion de composante fortement connexe, c'est quelque chose de très très important. Il faut absolument retenir ça. On ne sait pas dans votre vie ce qui vous attend, mais il arrive souvent que la résolution de certains problèmes revient, si vous voulez, à déterminer les composants fortement connexes. Ça arrive dans un module que j'enseigne en master pour vérifier des propriétés dans les systèmes d'exploitation, dans les systèmes distribués. Donc, pour vérifier des propriétés, on cherche les composants fortement connexes dans un graphe.
Voilà un peu ce que je pourrais vous dire, mais voilà. Donc, les algorithmes, il en existe plusieurs. Bon, ici, je vous donne le plus simple, mais en fait, le plus réputé pour être le plus performant, c'est un autre algorithme, mais qui est relativement, sur le plan pédagogique, il est relativement compliqué à comprendre. Il s'appelle l'algorithme de Tarjan, avec un J. Tarjan, c'est pas Tarzan, c'est Tarjan. Donc c'est l'algorithme qui est dans la littérature le plus cité et qui est le plus performant en termes de performance, si vous voulez, si on devait programmer ça, surtout pour un grand grade. Mais l'algorithme que je vais vous présenter ici, il est très intuitif, il est très simple, donc il est facile à comprendre. Il est basé donc sur un principe de calcul de l'ensemble des descendants d'un sommet, et puis l'ensemble des ascendants. Et puis, si on considère ce sommet-là, la CFC, ou la composante fortement connexe à laquelle appartient X, ce n'est autre que X lui-même, auquel on va ajouter l'intersection entre l'ensemble des ascendants et des descendants. Donc, c'est quoi les ascendants? Enfin, c'est tous les sommets que je peux atteindre à partir de X, d'accord? Et l'ensemble des ascendants, c'est tous les sommets à partir desquels je peux atteindre X. Je peux atteindre en passant par un chemin. Donc, si vous voyez ici la définition des descendants, donc c'est l'ensemble des sommets, d'accord, tel qu'il existe une séquence ou un chemin, si vous voulez, qui me permet d'aller de X vers Y. Et l'ensemble des ascendants, c'est l'ensemble des Y tel qu'il existe un chemin allant de Y vers X. Donc ça, c'est les ascendants de X. Donc, c'est l'ensemble des sommets qui me permettent d'aller vers X, et l'ensemble des descendants, c'est l'ensemble des descendants, donc l'ensemble des sommets que je peux atteindre à partir de X. Donc voilà un peu la composante fortement connexe, donc, à laquelle appartient X, elle est définie tout simplement comme ça. Donc si on doit calculer ou déterminer, si vous voulez, les composantes fortement connexes d'un graphe, donc on va construire d'abord cette fonction des descendants, et en même temps, c'est le même principe pour construire celle des ascendants. Donc si on veut construire la fonction descendant d'un sommet X, donc le sommet X est donné comme paramètre, donc on commence par initialiser un certain ensemble, comme pour l'exploration, en fait, V c'est tout simplement l'ensemble des sommets visités. Et D, c'est les descendants, ça va être les sommets explorés. C'est exactement comme l'algorithme qu'on avait vu ensemble concernant l'exploration d'un graphe. Donc, sauf qu'ici, on explore seulement en descendant, c'est-à-dire en suivant les arcs dans le chemin qui part de X, qui partent de X. Donc, V égale à X comme initialisation. Et tant que V est différent de l'ensemble de V, choisir un sommet S appartenant à V, on enlève ce sommet de V. Pardon, il y a une erreur ici, donc c'est enlevé, c'est moins S. Hein. On choisit S et on enlève S. Donc, j'espère. Bon, désolé, mais je préfère corriger tout de suite pour ne pas avoir à... Parce que si je ne corrige pas, après je vais oublier. Et je vais vous envoyer un document qui est faux. Donc c'est chapitre 2. Alors, algorithme. Ici. Donc V égale à V moins S. Donc pardon. Voilà, c'est corrigé. Et pour tout successeur de S, donc pour tout successeur S' appartenant au successeur de S, pair, si S' n'appartient pas déjà à D, alors on rajoute S à V,
et on rajoute S' aussi, pardon, on rajoute S' à V et on rajoute S' aussi à V. D'accord? Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on fait un parcours en profondeur, tout simplement, en largeur, peu importe. Enfin, ça dépend de ce mot choisir, hein, mais c'est en fait c'est exactement le même principe que l'exploration que nous avons fait. Donc bon, je ne vais pas écrire la fonction ascendant. Enfin, la fonction ascendant est construite exactement de la même façon. Il suffit de choisir, de changer D par A. Donc l'ensemble D va être renommé A et changer successeur ici par prédécesseur. C'est tout. Donc c'est exactement la même structure. Donc au lieu d'explorer dans un sens, on explore dans l'autre. Et à partir de là, si on a calculé l'ensemble des ascendants et l'ensemble des descendants, on utilise le principe que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, je vais faire V égale à X. Donc, tant que V est différent de l'ensemble vide, faire choisir un sommet X appartenant à V. Et ensuite, je vais mettre CK, c'est-à-dire je calcule la composante fortement connexe CK. Au début, CK est égal à 1 et après, ça va être incrémenté. Donc CK va être égal à tout simplement, comme je l'avais défini tout à l'heure, donc à X, union descendant de X qui me retourne, si vous voulez, l'ensemble des descendants de X. Ici, c'est pas union, excusez-moi encore. Donc c'est intersection. Alors, intersection. Si on veut. Pas... Alors, je ne sais pas comment on fait en spécial. Donc ici, normalement, descendant, ascendant. Et de la même manière, donc, on enlève de V tous les éléments qui sont dans ces cas. On enlève tout ça. Et on incrémente K et on recommence si V n'est pas égal à l'ensemble de V. Donc on reprend la boucle. Donc si vous voulez un peu comment on peut dérouler ça sur cet exemple, ça veut dire que si je prends au début V va être égal à tous les sommets, et après je vais choisir un des sommets seulement, et j'appelle descendant et j'appelle ascendant. Donc c'est ça en fait. Je prends X1, donc les descendants de X1, c'est X6, X5, est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout, en principe c'est tout. Donc X6 et X5. Mais est-ce qu'il y a des ascendants? Ben, il n'y en a pas, donc c'est l'ensemble vide. Donc l'intersection entre l'ensemble vide et X6, X5, ça va me donner un ensemble vide. Donc quand je vais faire l'union de X1, union l'intersection enfin, des ascendants et des descendants, donc je vais trouver X1. Donc je vais avoir ça. Donc C1 égale à X1. Donc j'enlève ce sommet-là de V, donc il va me rester X2, X3, etc. Donc je vais prendre X2, je calcule les descendants, c'est quoi? C'est X3, X4, X5 et X6. D'accord? Donc tous les sommets sont, mis à part X1, bien sûr. Donc tous les sommets sont des descendants de X2. Maintenant, quels sont les ascendants de X2? Ben, les ascendants, c'est X4 et X3 seulement. Les X1, X6, X5 ne sont pas. Je ne peux pas atteindre X2 à partir de X5 ni à partir de X6. Donc les ascendants, à partir de là, donc l'union plutôt l'intersection entre les ascendants et les descendants, ça va me donner donc X3 et X4 seulement. Et X2 en principe, c'est un descendant aussi, mais il y est déjà. Bon, c'est pas grave. Donc quand je vais faire l'union, je vais trouver donc C2 égale à X2, X3, X4.
De la même manière, donc une fois que j'enlève tous ces sommets-là de V, donc il ne me restera que x5, x6. Je choisis un des deux sommets, donc les descendants de x5 c'est x6, et les ascendants de x5 c'est x6. Donc quand je fais l'union, donc plutôt l'intersection, je vais trouver x6, auquel je vais faire l'union de x5, donc je vais avoir l'ensemble x5, x6 comme dernière composante fortement connexe. Quand j'enlève ça de V, V va devenir égal à l'ensemble de V, donc j'arrête là. Voilà un peu comment ça se fait. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour... Oui, monsieur. Ça commence à... Je vois que vous êtes 22 présents. C'est pas normal, ça. Vous êtes plus nombreux que ça, en principe. Beaucoup plus nombreux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats vont être ressentis. Hein. Je vous assure que ceux qui décrochent comme ça, ils vont avoir des problèmes. Donc, moi, je conseille tous les étudiants à rester accrochés au cours. Hein. Bon, bref. Donc, pour les graphes orientés, on peut définir ce que nous appelons un graphe réduit. Donc, c'est quoi un graphe réduit? C'est tout simplement à chaque composante fortement connexe, on associe un sommet. D'accord? C'est-à-dire qu'on va construire un nouveau graphe. Donc, pour chaque composante fortement connexe, on associe un sommet. Et ensuite, s'il y a un arc qui relie une composante, un sommet d'une composante fortement connexe à un autre sommet d'une autre composante fortement connexe, on va relier les deux composantes, ou les deux sommets qui représentent les deux composantes, par un arc. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, si on veut, par exemple, ici, voir c'est quoi le graphe réduit de ce graphe, dans la mesure où il y a trois composantes fortement connexes, donc le graphe réduit de ce graphe va être composé de trois sommets. Donc, je vais avoir x1, si vous voulez, grand x1 ou x... Enfin, on peut appeler ça carrément C1, C2 et C3. Donc, je vais avoir trois sommets. Donc, je vois qu'à partir de C1, il y a un arc qui va vers C3. C'est-à-dire qu'il y a un arc vers x6 qui est dans C3. Donc, ça veut dire que je vais avoir un arc qui va de C1 vers C3. De la même manière, donc, il y a aussi de C2 qui est là. Il y a des arcs, bon, il y a au moins un arc qui va de C2 vers C3. Donc, je vais avoir aussi un arc, je vais aussi avoir un arc de C3, plutôt de C2 vers C3. Donc, il y aura un arc de C1 vers C3 et un arc de C2 vers C3. C'est tout. Donc, il n'y aura pas d'autres arcs, parce qu'il n'y a pas d'arc qui va de C1 vers C2, ni de C2 vers C1. Donc, voilà comment on va construire le graphe réduit. Et un graphe réduit, il ne peut pas posséder de circuit. Donc, bien sûr, c'est normal. Parce que s'il possède un circuit, ça veut dire qu'on s'est trompé dans le calcul des composantes fortement connexes. Parce que s'il y a un circuit entre certaines composantes fortement connexes, ça veut dire que ces composantes fortement connexes, en réalité, n'en forment qu'une seule. C'est-à-dire si vous avez un circuit entre deux composantes fortement connexes, ces deux composantes fortement connexes ne sont pas deux composantes, mais qu'une seule composante fortement connexe. Dans un graphe, on peut définir aussi la notion de cocycle et de cocircuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cocycle? Alors, définition, donc dans un graphe non orienté, soit S, un sous-ensemble de X et de sommets, un sous-ensemble pas appartient mais inclus. Pardon. On appelle cocycle dans G associé à S, un cocycle associé à un sous-ensemble, l'ensemble des arêtes, on va noter oméga de S, ayant exactement une extrémité dans S. C'est-à-dire, l'une des extrémités, elle est dans S, et l'autre extrémité, elle est en dehors de S, elle est dans X moins S. Dans un graphe orienté,
on définit le cocycle, en fait, le cocycle sortant et le cocycle rentrant. Donc, on peut parler de oméga plus et de oméga moins. Et bien sûr, on peut aussi parler de oméga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire oméga plus? C'est l'ensemble des arcs ayant l'extrémité initiale dans S et l'extrémité terminale en dehors de S. Il faut bien noter que une extrémité dans S et l'autre extrémité en dehors de S. C'est-à-dire qu'une boucle, par exemple, elle ne peut pas appartenir à un cocycle, ni à un cocycle. Bon, elle ne peut pas appartenir à un cocycle, dans la mesure où elle a les deux extrémités sur le même sommet, donc on ne peut pas avoir une extrémité dans un sous-ensemble et l'autre extrémité en dehors. Donc c'est impossible. Malheureusement, ici, je n'ai pas donné d'exemple, mais on peut voir à travers les exemples précédents. Je vais remonter un petit peu et essayer de vous donner un exemple. Donc, de la même manière, oméga moins de S, donc c'est l'ensemble des arcs ayant leur extrémité terminale dans S et l'extrémité initiale en dehors de S. Donc, oméga de S, ça va être l'union de oméga plus et oméga moins. Donc, on appelle toujours l'ensemble d'arcs oméga de S. Attention, c'est l'ensemble d'arcs. Il faut faire des distinctions. Des fois, on définit des choses qui sont des ensembles de sommets, et des fois, c'est des ensembles d'arcs ou bien d'arêtes. Si vous voulez, par exemple, quand on parle d'instable ou d'une clique, ou lorsqu'on parle, tout à l'heure, on vient de parler de quoi déjà, d'une composante fortement convexe, bah, tout ça, c'est des sous-ensembles de sommets. D'accord? Une composante fortement convexe, c'est quoi? Dans la définition, où est-ce que je définis? Là, voilà. Une composante fortement convexe, c'est un sous-ensemble de sommets. D'accord? Ce n'est pas les sommets et les graphes, et les arêtes, ou les sommets et les arcs, quelque chose comme ça. Mais c'est seulement un sous-ensemble de sommets. De la même manière, quand j'avais défini la notion de stable, je crois que je l'avais défini, n'est-ce pas? C'est dans le chapitre précédent, si mes souvenirs sont bons. Je ne me souviens pas. Bon, bref, la notion de stable, la notion de clique, c'est un sous-ensemble de sommets. Par contre, la notion de cocycle, ou bien on verra de co-circuit aussi, c'est des ensembles d'arcs ou bien d'arêtes. C'est bon? Donc, si je veux, par exemple, remonter un petit peu ici pour voir l'ensemble, allez, l'ensemble oméga plus associé. Alors, associé à x1, x2 seulement. Allez, je vais dire oméga plus associé à x1, x2. Bon, là, on a de la chance, il n'y a pas d'arc entre x1 et x2. Donc, oméga plus, c'est tous les arcs sortants de x1 et x2, c'est-à-dire il y a U1 qui sort de x1 et x2, U2, U5 qui est sortant et U6. Si je veux oméga moins, donc de x1 et x2, donc c'est tous les arcs rentrant vers x1 et x2, donc il y a uniquement U8 qui est rentrant. Donc voilà, donc oméga plus, c'est U1, U2, U5, U6, oméga moins de x1, x2, hein, bien sûr, associé à x1, x2, c'est U8. C'est clair? J'entends pas je n'ai pas de réponse. C'est clair, monsieur. Je vais prendre un autre exemple. Si je prends S égale, par exemple, à x2, x3, bon, ou x2, x3, x6, allez, x2, x3, x6. Donc, prenez, si vous voulez noter chez vous sur un feuille, quelque chose comme ça, S égale à x2, x3, x6. Donc, quel est oméga plus de x3, x6? Ben, c'est tous les arcs sortants de x3, x6. Donc, si je prends, donc je vais faire une sorte de cercle comme ça, j'entoure x3, x6, x2, x3, x6. Quels sont les arcs sortants? Alors, j'attends votre réponse. Vous êtes toujours là?
Je vous ai perdu. Hein. Non, on était et U5. U7. U3. Oui, U7, oui. U3, oui. U5. U5 aussi. Et U2. U2, non. Parce que U2 a les deux extrémités dans l'ensemble S. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pris comme ensemble S? C'est X2, X3, X6, n'est-ce pas? Donc U2 ne fait pas partie du cocycle sortant ou de oméga plus. Donc oméga plus pour X2, X3, X6, c'est U7 comme vous avez dit, U5 et U3. C'est bien ça. Maintenant oméga moins, donc c'est U8. Oui, U8. U1. U1 aussi, oui. U10. U10, oui. Ben, c'est tout. Donc, Et c'est tout. voilà, U8, vous l'avez dit, U10 et U1. C'est exact, c'est bien ça. Et après, oméga de S, ben, ça va être l'union des deux. Donc, c'est oméga moins, union, oméga moins. Donc, voilà, vous avez compris un peu ce que ça veut dire un cocycle. Bon. Maintenant, bon, l'intérêt de tout ça, c'est souvent un intérêt théorique. Donc, un cocycle dans un graphe orienté est un cocycle dans G. Bon, pardon, ça, c'est les définitions. Mais par contre, on a des propositions qui nous disent que, par exemple, un graphe est fortement connexe si seulement si, quel que soit S appartenant à X, on a toujours oméga plus de S qui est différent de l'ensemble vide. Et la même chose, oméga moins de S est différent de l'ensemble vide. En fait, c'est un peu normal parce que lorsque je prends S, le oméga plus de S, ce n'est autre que le oméga moins de X moins S. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est rentrant, ce qui est sortant de S, c'est ce qui est rentrant, parce que c'est par définition, ce qui est rentrant dans X moins S. D'accord? Donc, un graphe G est fortement connexe si seulement si, quel que soit S inclus dans X, oméga de S est toujours différent de l'ensemble. Quel que soit le sous-ensemble que je prends, j'ai toujours un oméga de S qui est différent de l'ensemble. C'est une condition nécessaire et suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je coupe mon graphe, je ne risque pas, celui-là par exemple, ce graphe-là, voyez-vous, si je prends X1, le sous-ensemble X1, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que oméga moins de X1 est égal à, vous pouvez me le dire justement, oméga moins de X1 c'est combien? C'est quoi? L'ensemble vide. Exactement. Donc, ça veut dire que le graphe, j'ai trouvé un sous-ensemble pour lequel oméga moins de ce sous-ensemble est égal à l'ensemble vide, donc le graphe n'est pas fortement connexe. D'accord? Parce que c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, je peux aussi, par exemple, prendre X2, X3, X4. Donc, si je regarde X2, X3, X4, quel est leur oméga moins? Bon, ou sinon, X1, X6, X5. C'est quoi, pardon? C'est quoi oméga plus de X1, X5, X6? Oméga plus. Hein. L'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun arc sortant. Donc, si j'arrive à trouver un sous-ensemble pour lequel oméga moins ou oméga plus est égal à l'ensemble vide, donc le graphe n'est pas fortement connexe. Donc, voilà un peu l'intérêt de cette histoire de cocycle. Bon, ça a certainement d'autres intérêts, mais beaucoup plus théoriques que pratiques. Bon, si on veut représenter un cocycle, voilà une représentation. Donc, on peut représenter un cocycle par un vecteur de m composantes, c'est-à-dire qu'il y a m, s'il y a m arcs, donc il y aura m composantes. Et à partir de là, le cocycle étant associé à un sous-ensemble, donc ce qui est sortant, tous les arcs sortants, on va les représenter par
plus 1, tous les arcs rentrants par moins 1, et les arcs qui n'appartiennent pas à ce cocycle, on va remettre dans le vecteur 1, 0 tout simplement. Il y a un arc, un lemme. Un lemme, c'est quelque chose comme un théorème, c'est quelque chose qui se démontre. Donc un lemme qu'on appelle le lemme des arcs colorés ou lemme de Minty, si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'il dit ce lemme? Donc si on a un graphe dont les arcs sont numérotés, les arcs sont numérotés de 1 à m et sont colorés soit en rouge, soit en vert, soit en noir. Donc on a coloré les arcs, c'est pas la coloration en termes de que vous connaissez, mais c'est coloration cette fois-ci des arcs seulement. Donc, soit en rouge, soit en vert, soit en noir. Donc, rouge, vert, noir. Et l'arc 1 est supposé être coloré en noir. L'arc numéro 1, il est coloré en noir. Alors, l'une et une seule des propositions suivantes est vérifiée. Alors, la première proposition, c'est qu'il passe par l'arc 1 un cycle élémentaire uniquement rouge et noir avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Je répète, il passe par l'arc 1 un cycle élémentaire. Un cycle, ça veut dire, ce n'est pas un cocycle, ce n'est pas un circuit. Bon, et attendez, ici, il s'agit d'un graphe orienté, donc on parle d'arc, mais là, j'ai parlé d'un cycle. Un cycle, ça veut dire qu'on ne regarde pas l'orientation. Ça veut dire que l'orientation n'est pas importante. C'est-à-dire que je peux parcourir un arc dans le sens inverse de sa direction, de son orientation. Donc, il passe par l'arc 1, un cycle élémentaire uniquement rouge et noir, avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Ou bien, donc l'autre proposition, il passe par l'arc 1, un cocycle élémentaire uniquement vert et noir avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Alors on va démontrer ça. Alors la démonstration, donc on va poser l'arc 1, ou U1 si vous voulez, comme étant égal à AB, c'est-à-dire on va l'appeler AB. Donc les deux extrémités, l'extrémité initiale c'est A et l'extrémité terminale c'est B de cet arc. Et on marque les sommets itérativement de proche en proche. On marque d'abord le sommet B. Quand on le marque, enfin, on met une petite croix dessus, ou si vous voulez, on a un vecteur dans lequel on va mettre un 1, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous devez marquer algorithmiquement, en général, on utilise un vecteur. Donc ici, comme il y a des sommets, donc si on doit marquer des sommets, donc on va avoir un vecteur de n composantes. Et quand on dit qu'un sommet est marqué, ça veut dire que la composante qui lui correspond dans ce vecteur, on va la mettre à true, par exemple. On initialise tout à false et on va juste dire que c'est marqué. Donc, si x est un sommet marqué, alors on marque y non marqué, un sommet y qui est un voisin, dans les deux cas suivants. S'il existe un arc noir reliant x à y, donc, regardez, si x est déjà marqué, donc au début, on a marqué seulement le sommet B. À partir de là, si un sommet est marqué, on va marquer un sommet Y, donc Y, s'il existe un arc noir reliant x à Y. Ça veut dire dans une certaine direction. Sinon, il existe un arc rouge reliant x à Y ou Y à x. C'est-à-dire, vous remarquez que les rouges, on marque le sommet suivant dans un sens ou dans l'autre. C'est clair? Et on arrête lorsque aucun autre sommet ne peut être marqué. Donc on se trouvera face à deux cas possibles. Alors les deux cas, c'est quoi? Soit on va marquer le sommet A, donc on a commencé par B, mais en faisant le marquage là, on a fini par remarquer A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu, en marquant B, on a pu revenir jusqu'à A, soit dans deux situations. Soit on a des arcs noirs et rouges. Les arcs
noirs, comme on les a marqués, comment dirais-je, les arcs noirs, on les a marqués en suivant toujours la même direction. Ça veut dire qu'en fait, si on a réussi à arriver jusqu'à A, ça veut dire qu'on a des arcs noirs qui sont tous dans la même direction de B jusqu'à A. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle qui va être un cycle qui va contenir tous les arcs noirs dans la même direction. Par contre, les arcs rouges, ils vont être dans une direction ou dans l'autre. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc alors si on a marqué A, alors le sommet A, alors les sommets utilisés pour marquer A constituent un cycle élémentaire rouge et noir, puisque la procédure de marquage ne nous permet de marquer un sommet que si on a un arc noir ou un arc rouge. Donc on a des sommets, un cycle élémentaire rouge et noir, et tous les arcs noirs orientés dans le même sens, parce qu'on ne peut marquer à travers l'arc noir que si c'est orienté dans un certain sens. Donc que si les arcs noirs sont orientés dans le même sens de parcours. Il ne peut pas exister de cocycle noir et vert contenant l'arc 1 avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Bon, je vais pas, cette deuxième partie, on n'en parle pas pour l'instant. On va voir la deuxième partie, si vous voulez, une deuxième possibilité. Si on n'a pas marqué le sommet A, qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas marqué le sommet A? Ça veut dire que je me suis heurté à une certaine barrière dans laquelle soit j'ai l'arc suivant, ben, il est noir, enfin l'arc que j'ai, il est noir mais il est orienté dans le mauvais sens, soit j'ai un arc vert, parce que je ne marque que lorsque j'ai un arc noir orienté dans le bon sens, ou bien un arc rouge. Donc je ne marque pas si j'ai un arc noir orienté dans le mauvais sens, ou bien j'ai un arc vert. Donc si on n'a pas marqué le sommet A, alors les sommets que j'ai marqués, j'ai marqué, constituent un ensemble A tel que, les sommets, tels que les arcs sortants de cet ensemble, les arcs sortants, soit ils sont noirs, mais orientés dans le mauvais sens, ils sont tous rentrants, d'accord? Soit ils sont verts, voilà. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un cocycle, donc j'ai un cocycle par rapport à A, dans lequel tous les arcs noirs, pardon, ils sont rentrants, d'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Il faut me dire que monsieur, on n'a pas compris ou... C'est bon? Il n'y a pas de questions? Ouh là là. Vous êtes toujours là? On ne vous entend pas. Pas de questions. Ok, bon. Pas de questions. D'accord, on continue. Bon, essayons de prendre, je sais pas, bon, les démonstrations, c'est pas facile de parler d'exemples dans une démonstration, mais si je reprends cet exemple, bon, si je prends par exemple A, c'est U1, donc si je dis que celui-là il est coloré, je crois, si mes souvenirs sont bons, noir, mais bon, là, je n'ai pas de couleur, donc tout simplement, c'est que en fait, qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Si je prends un sous-ensemble, comme ça, soit il y a un cycle qui revient vers si je prends par exemple cet arc, donc il y a un cycle qui vient ici, mais si je prends plutôt, je sais pas, les trois sommets qui sont là, bon, c'est pas cet arc alors dans ce cas-là.
celui-ci, par exemple. Donc ici, par exemple, si je prends cet arc, vous voyez qu'il n'y a pas de pendant, il n'y a pas d'arc, plutôt il n'y a pas de cycle qui... bon. Et quand j'utilise ma souris, malheureusement, en même temps, des fois, je clique, donc ça passe à la slide suivante. Je pourrais... Bon, je peux pas, parce qu'en fait, il y a toute une combinaison de couleurs à faire. Donc, l'essentiel, c'est que ici, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des sommets qui sont comme ça, plutôt des arcs qui sont colorés avec 3 couleurs, c'est-à-dire ici, on a le rouge, noir et vert. Donc, vous avez 2 possibilités. Donc, soit il existe un arc non, pardon, ces 2 possibilités, elles sont là. Soit il passe par l'arc 1, un cycle élémentaire uniquement rouge et noir avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Soit il passe par l'arc 1, un co-cycle élémentaire uniquement vert et noir, tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Alors si, par exemple, si on a que des arcs noirs et rouges, bon, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je laisse tomber cette question, c'est pas important. Allez. S'il n'y a pas de questions donc, sur cette histoire d'arc coloré, donc si vous avez compris un peu la démonstration, on passe à la suite. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je vois que vous me dites qu'il n'y a pas de questions. Donc, si vous avez un problème de connexion, c'est bon, donc OK. Allez. On passe donc à la deuxième partie, ou si vous voulez, à une autre partie dans ce chapitre de cheminement dans les graphes. Donc, dans les cheminements dans les graphes, on parle de chemins particuliers ou de parcours particuliers. Donc, ces parcours, j'en ai parlé déjà dans l'introduction. Donc, il y a les parcours eulériens et les parcours hamiltoniens. Si vous vous souvenez, j'ai parlé du problème des ponts de Königsberg, les fameux ponts qui reliaient les rives d'une certaine rivière ou d'un certain fleuve avec des deltas, etc. Donc, la question qui était posée, est-ce qu'on peut, en partant d'un point donné, parcourir tous les ponts une et une seule fois et revenir au point de départ? Donc, c'était ça exactement le problème de l'air, puisque ça a été posé par un certain Euler. Donc, les parcours eulériens passent une et une seule fois par chaque arête, ou bien par chaque arc du graphe. Le parcours peut être une chaîne, un chemin, un cycle ou un circuit. Donc, soit j'ai un graphe contenant M arêtes. Donc, c'est quoi un parcours eulérien? C'est une chaîne simple, ou un chemin simple, ou un cycle simple, ou un cycle simple de longueur M, un circuit simple de longueur M. Donc, simple, ça veut dire qu'il ne passe pas 2 fois par la même arc ou bien la même arête. Et s'il est de longueur M, ça veut dire s'il ne passe pas 2 fois par la même arête ou le même arc, et qu'il est de longueur M, ça veut dire qu'il passe par toutes les arêtes ou tous les arcs une et une seule fois. Donc, en fait, ça, c'est exactement la même chose que ce qui est écrit en haut. C'est-à-dire les 2 paragraphes ici sont équivalents. Donc, soit on dit il passe par tous les arcs une et une seule fois, soit on dit que c'est une chaîne simple, ou bien un chemin simple, ou bien un cycle simple, ou bien un circuit simple, mais qui est de longueur M. D'accord? Et un graphe est dit eulérien s'il admet un cycle eulérien, ou un circuit eulérien, ça dépend si c'est un graphe orienté. Donc, on a un théorème d'Euler qui date de 1766. Un graphe non orienté G
admet une chaîne eulérienne si seulement si il est connexe à des points isolés près. Bon, j'explique ce que ça veut dire, des points isolés près tout à l'heure. Et le nombre de sommets de degrés impairs est 0 ou 2. Alors, je recommence. Un graphe non orienté, donc on a un graphe non orienté G, admet une chaîne eulérienne si seulement si il est connexe à des sommets isolés près et le nombre de sommets de degrés impairs est 0 ou 2. C'est-à-dire que si vous avez des sommets de degrés impairs, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 2, soit 0, soit 2. Bon, bien sûr, il ne peut pas y avoir un 1. On avait vu que le nombre de sommets de degrés impairs est pair. Donc, soit il y a 0, soit il y a 2. Mais s'il y en a 4, ça veut dire que le graphe n'admet pas de chaîne eulérienne. S'il y en a 6, c'est pareil, etc. C'est une condition nécessaire et suffisante, et c'est si et seulement si. Donc, c'est écrit ici, si et seulement si. C'est clair? Donc, c'est très facile à vérifier. Donc, c'est une condition qui est facile à vérifier. Donc, il suffit de voir les degrés des sommets. Si je trouve 0 ou 2 qui sont de degrés impairs, je dirais que le graphe admet un parcours ou une chaîne eulérienne. Bah, en fait, si c'est 0, il admet un cycle eulérien. Si c'est 2, il admet une chaîne eulérienne. Comme c'est une proposition, elle mérite, enfin un théorème, donc ça mérite une démonstration. La démonstration, elle est simple. C'est de dire seulement pourquoi, quand les sommets sont de degrés pairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a autant d'arcs, plutôt de... bon, pas d'arcs, ici on parle d'un graphe non orienté. Donc il y a des arêtes. Donc en fait, si le nombre il est pair, ça veut dire que si je rentre vers le sommet par une arête, si le nombre est pair, ça veut dire que je peux ressortir par une autre arête. Ça veut dire qu'il y en a 2 ou peut-être 4. S'il y en a 4, ça veut dire que si je rentre une fois, je peux ressortir. Je rentre la deuxième fois, donc je vais utiliser la troisième arête. Je peux ressortir par la quatrième, et ainsi de suite. C'est-à-dire que s'il y a un nombre pair, il y a toujours un certain nombre d'arêtes par lesquelles je peux rentrer et autant d'arêtes pour pouvoir ressortir. Donc, c'est pour ça que le nombre d'arêtes incidentes à un sommet, il est pair. Donc voilà un peu la démonstration, elle se base uniquement sur ce principe. C'est bon? Conséquence, un graphe non orienté, j'ai admis une chaîne eulérienne d'un sommet X à un sommet Y, si seulement si le degré de X et le degré de Y sont impairs, et quel que soit Z, donc Z c'est un différent de X et différent de Y, le degré de Z est pair. D'accord? Un graphe G admis un cycle eulérien si seulement si tous les sommets sont de degré pair. Il y a 0,2 sommets de degré impair. Un graphe G admet un cycle eulérien si seulement si, quel que soit X, on a degré de X et pair. Pour les graphes orientés, donc un graphe G admet un circuit eulérien si seulement si, pour tout sommet X, on a, cette fois-ci pour le graphe orienté, degré de plus de X doit être égal au degré moins de X. On dit que G est pseudo-symétrique. Donc, pardon. J'ai perdu, voilà. C'est ça. Donc, à chaque fois que je rentre dans un sommet, je peux le quitter. Donc, degré moins, c'est les sommets qui me permettent de rentrer vers le sommet. Et le degré plus, c'est le sommet qui permettent c'est les arcs qui me permettent de ressortir. Donc ça, s'il y a autant d'arcs rentrants et autant d'arcs que d'arcs sortants, donc à chaque fois que je rentre vers ce sommet, je peux aussi ressortir. C'est clair? Bon, il y a quelque chose qui
Quand est-ce qu'on va dire alors à ce moment-là qu'un graphe admet un chemin eulérien au lieu de circuit eulérien? Bon, il y a quelque chose qui manque ici. Donc, quand est-ce que je dirais qu'un graphe G admet un chemin eulérien? Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Donc, quand est-ce qu'un graphe admet un chemin eulérien? Si, seulement si. Donc, il existe deux sommets, A et B, on va les appeler comme ça, pour lequel, bon, si on prend A, il a le degré plus est égal au degré moins plus 1. C'est-à-dire qu'il y a un arc sortant de plus par rapport aux arcs rentrants. C'est-à-dire que je peux le quitter, il ne peut ne pas revenir vers cet arc. Il y a un autre arc B que je vais appeler B, plutôt pas un autre arc, un autre sommet, dont le degré moins est égal au degré plus 1. C'est-à-dire qu'il y a un arc rentrant de plus par rapport aux arcs sortants. C'est-à-dire que quand je le quitte, je peux revenir, mais je pourrais revenir une dernière fois et ne plus pouvoir le quitter parce que j'ai tout utilisé. Et tous les autres sommets en dehors de A et B, en degré plus est égal à degré moins. Voilà un peu la proposition pour dire qu'un graphe admet un chemin eulérien. Donc, je peux l'écrire ici si vous voulez, pour ne pas... là, on va le faire. Un graphe G admet, on va dire, un chemin eulérien, si seulement si, donc c'est toujours une condition nécessaire et suffisante. Il existe. Existe deux sommets, A et B, appartenant à grand X, tel que voilà, degré G, degré plus de X est égal, non pas de X, mais plutôt de A, est égal degré moins de B plus 1 et C et l'inverse non, pardon. Degré plus, ici c'est AA, ici c'est BB, et ici j'inverse, donc ça devient ici moins et ici plus. D'abord, donc et pour tout X grand X X différent de A
et B. Degré de x, alors c'est écrit là. Degré plus de x est égal à degré moins de x, et c'est tout. Donc je compile ça. Voilà. Donc, un graphe G admet un chemin eulérien si et seulement si il existe deux sommets A et B tels que le degré plus de A est égal au degré moins de A plus 1 et degré moins de B est égal au degré moins de B plus 1. C'est-à-dire il y a un qui a un arc sortant en plus, il y a un qui a un arc rentrant en plus. Donc ça veut dire que celui-là, je peux le quitter plusieurs fois et revenir, mais je peux le quitter une fois sans revenir en utilisant tous les arcs. Et ici, par contre, je peux revenir et quitter, mais à un certain temps, je peux revenir, mais je ne peux plus quitter. Donc, et pour tous les autres sommets différents de A et B, degré plus de x est égal au degré moins de x. Ça veut dire que c'est des sommets que je peux quitter autant de fois que j'y arrive. Voilà. Donc, admet un chemin eulérien, un cycle eulérien. Ici, on parle plutôt ici un chemin, un circuit. Ici, on parle de cycle. Par contre, pour ce qui est du parcours hamiltonien, le problème est un peu plus difficile. C'est-à-dire que, autant pour le parcours eulérien, on avait des conditions nécessaires et suffisantes qui sont relativement faciles à vérifier, c'est-à-dire ça se base uniquement sur les degrés. Les degrés, c'est quelque chose qui est très facile à calculer, si vous voulez, pour un graphe. Donc, si on a un graphe, les degrés, c'est la chose la plus facile à calculer. Donc, par contre, pour le parcours hamiltonien, on n'a pas de conditions nécessaires et suffisantes. C'est un problème qui reste un problème difficile. Donc, le parcours hamiltonien, c'est quoi d'abord? C'est un passage ou c'est un parcours qui passe une fois et une seule fois par chaque sommet. Donc, dans l'autre, c'était par chaque arête ou bien par chaque arc. Ça, c'est pour eulérien. Pour hamiltonien, c'est par chaque sommet. Donc, quand j'avais donné l'exemple au chapitre, à l'introduction, si vous voulez, j'avais parlé de ville. Donc, j'avais parlé de voyageurs de commerce ou représentants de commerce ou le problème du salesman. Donc, on avait dit que c'est un voyageur ou c'est un représentant qui doit passer par toutes les villes une et une seule fois. Donc, tous les sommets, une et une seule fois. Le parcours peut être une chaîne ou un chemin, un cycle ou un circuit. Donc, soit un graphe G d'ordre n contenant un sommet, une chaîne, respectivement, un chemin élémentaire de longueur n-1. Donc, quand on dit élémentaire, ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez la définition d'une chaîne élémentaire, c'est une chaîne qui passe par toutes les arêtes qu'une seule fois. Maintenant, s'il est de longueur n-1, ça veut dire qu'il passe par tous les sommets une et une seule fois. Donc, si on a une chaîne de longueur élémentaire, de longueur n-1, donc cette chaîne, elle est hamiltonienne. C'est la même chose pour le chemin. Idem pour les cycles et le circuit, donc un cycle ou un circuit qui sont élémentaires, de longueur cette fois-ci n, est appelé aussi cycle hamiltonien, ou un circuit hamiltonien. Donc c'est quoi? C'est un cycle ou un parcours hamiltonien, il passe une et une seule fois par chaque sommet du graphe. Donc à ce moment-là, on dit qu'un graphe est dit hamiltonien si seulement il admet un cycle ou bien un circuit hamiltonien. Donc ça dépend s'il est orienté ou non orienté. Il existe des conditions nécessaires et suffisantes pour déterminer, il existe une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si un graphe est eulérien, mais dans le cas de graphe eulérien, malheureusement, nous ne disposons pas de conditions suffisantes. D'un point de vue algorithmique, on dispose d'un algorithme efficace pour vérifier qu'un graphe est eulérien, mais il n'y a pas d'algorithme efficace pour vérifier qu'un graphe est hamiltonien. C'est-à-dire que c'est un problème qui est difficile à
soit dire que le graphe il est hamiltonien, c'est difficile. Même trouver les parcours hamiltoniens, c'est quelque chose qui est relativement difficile. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire tous les parcours possibles pour voir est-ce qu'il y a un parcours hamiltonien. Donc le théorème ci-dessous est utilisé pour démontrer qu'un graphe n'est pas hamiltonien, ne contient pas de cycle hamiltonien. C'est une condition nécessaire, par exemple. Donc un graphe, si G est un graphe hamiltonien, alors pour tout sous-ensemble de sommets, S incluant X, alors le nombre de parties, en fait P2G de X moins S, le nombre de composantes fortement connexes. Donc P de G de X moins S, c'est le nombre de composantes connexes du sous-graphe de G induit par X moins S est inférieur à cardinal de S. C'est-à-dire que si j'enlève un certain nombre de sommets S, le nombre de composantes connexes dans le graphe G de X moins S est inférieur au cardinal de S. Donc si cette condition est toujours vraie, alors le graphe va être hamiltonien. Mais vous voyez un peu, ça veut dire qu'il va falloir utiliser toutes les composantes fortement, toutes les combinaisons par rapport à S. C'est-à-dire j'enlève des sous-parties, des sous-ensembles, et je vérifie que les composantes connexes que je vais obtenir, est-ce que leur nombre est toujours inférieur au cardinal de S. Donc ça, c'est une condition qui est nécessaire. On va voir d'autres conditions qui sont des conditions suffisantes. Donc un graphe simple dont le nombre de sommets est supérieur à 3, supérieur ou égal à 3, tel que le degré minimum est au moins à n sur 2. Chaque sommet est de degré supérieur à n sur 2. Donc à ce moment-là, ce graphe-là, il est hamiltonien. C'est-à-dire si vous avez un graphe dans lequel tous les sommets sont de degré supérieur à n sur 2, alors ce graphe, il est hamiltonien, c'est-à-dire qu'il a donné un cycle eulérien. Un autre théorème qui est dû à John Adrian Bondi, basé sur la construction de la fermeture transitive du graphe. Donc c'est quoi cette condition? Tant qu'il reste des sommets, c'est d'abord on définit ce que c'est la fermeture d'un graphe. Donc tant qu'il reste des sommets U et V non adjacents, tels que les degrés de X plus degré c'est-à-dire si je prends deux sommets, degré de X et plus degré de Y est inférieur à 1, on ajoute un arc entre U et V. Quand on ne peut plus ajouter, on obtient ce qu'on appelle la fermeture du graphe. Donc si un graphe est hamiltonien, si seulement si sa fermeture est hamiltonienne. Donc si vous remarquez par exemple celui-là, donc sa fermeture c'est ça, et donc si vous voulez, celui-là c'est un graphe complet, donc forcément il est hamiltonien, donc celui-là aussi est hamiltonien, parce qu'on a ici une condition nécessaire et suffisante. Mais toujours est-il qu'il va falloir d'abord construire la fermeture d'un graphe pour pouvoir condition si seulement si. Bon, là, je crois que c'est. C'est pas une condition nécessaire et suffisante. C'est si sa fermeture est hamiltonienne. Ici, je change. Voilà que je m'assure. Donc voilà, c'est dans cet exemple. Donc vous avez celui-là qui est un graphe complet. Donc forcément, il va donner une fermeture, plutôt un parcours hamiltonien, oui. Donc celui-là a donné aussi un parcours hamiltonien.
pardon. Malgré tous les résultats concernant l'existence d'un parcours hamiltonien, et dans de nombreux cas, on ne dispose pas d'outils mathématiques efficaces permettant de voir si un graphe donné est hamiltonien. On ne peut pas ainsi, ou ne l'est pas. Ainsi, aucun des théorèmes précédents ne fournit de critères qui permettent de déterminer automatiquement que le graphe de la figure qui est là est hamiltonien ou pas. Pourtant, il est relativement facile de le voir. Hein. Pour nous, qu'avec l'œil humain, il peut voir qu'il y a un parcours hamiltonien. C'est-à-dire qu'on a un cycle hamiltonien. Mais en fait, si vous donnez ça, vous n'avez pas de conditions nécessaires. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas démontrer à travers tous les outils que nous venons de voir ou même tous les outils qui existent, on ne peut pas démontrer que ce graphe est un graphe hamiltonien ou pas. On peut montrer ni affirmer ni infirmer. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur les deux parties-là? Enfin, on a juste effleuré un peu la problématique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié à 100% tous les problèmes qui concernent surtout les problèmes hamiltoniens, qui relèvent un peu. C'est un problème relativement difficile. Quand je dis difficile, ça veut dire que ce n'est pas pour comprendre, mais c'est difficile dans le sens où difficile de démontrer ou de prouver qu'un graphe il est hamiltonien ou pas. Donc c'est ce que je disais. Donc nous n'avons pas, comme pour le problème eulérien, on a un outil très facile, on a une méthode très facile qui est basée sur les degrés. Degré pair, degré pas pair, on peut tout de suite dire que ce graphe-là, il est eulérien ou pas. Par contre, pour un hamiltonien, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des conditions qui sont nécessaires, vous pouvez avoir des conditions qui sont suffisantes, mais vous n'avez pas des conditions nécessaires et suffisantes pour trancher. Il y a des questions? Je n'ai pas de questions. Allez, on passe au chapitre suivant. Bon, le chapitre suivant, il est un peu plus pratique parce qu'on s'intéressera au cheminement optimal, c'est-à-dire au calcul du chemin le plus court. Le chemin optimal, c'est-à-dire le chemin le plus court, donc c'est des algorithmes. Là, on a quelques algorithmes, mais il y avait un peu plus de théorie. Donc, si vous permettez, alors voilà. On va passer donc au chapitre 3. Alors, le chapitre 3. Les chemins optimaux. Donc, quand on dit chemin optimal,
Donc, c'est pour englober les deux aspects. C'est-à-dire, soit je cherche le chemin le plus court. Et donc, si mon but est de chercher le chemin le plus court, donc le chemin le plus court, c'est le chemin optimal. Mais il arrive que je cherche le chemin le plus lent, c'est-à-dire le chemin de court maximal, ou le plus lent. Donc, à ce moment-là, c'est celui-là l'optimal pour moi, c'est le chemin le plus lent. Bon, ça peut peut-être vous sembler ne pas être quelque chose de très logique. En général, on cherche toujours quelque chose de plus court. Donc, mais en fait, ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il arrive que l'objectif, c'est de chercher le chemin le plus long et peut-être l'optimalité est dans le chemin le plus long. On verra dans le problème d'ordonnancement que l'optimum, il est dans le chemin le plus long. Alors, je vous entends pas, vous êtes présent, vous êtes toujours là, c'est bon, il n'y a pas de problème, pas de souci. Oui, monsieur. Ok. Alors, on va voir trois algorithmes. Donc, il y a l'algorithme de Bellman, l'algorithme de Dijkstra et l'algorithme de Bellman-Ford. Donc, chacun a ses spécificités, sa complexité, etc. Donc, on va voir dans quel cas on peut appliquer chacun de ces algorithmes. Mais en premier lieu, donc il faut comprendre un peu que le problème de chemin optimal dans les graphes est en particulier la recherche du chemin de coût minimum. Donc, quand on dit de coût minimum, ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire qu'on va associer des coûts aux arcs ou aux arêtes. Donc, si on doit faire un parcours, on va essayer de prendre le parcours qui va nous coûter le moins possible. Donc, compte parmi les problèmes les plus anciens de la théorie des graphes et les plus importants, et leurs applications sont diverses. Donc, si vous pouvez comprendre parfaitement que le coût de transport, le coût d'un parcours, le temps de parcours ou le problème de trafic, etc., ce sont des problèmes qui concernent un peu cette recherche de chemin de coût minimal. Le problème de chemin de coût minimal peut être posé de la façon suivante. Donc, étant donné un graphe G, on associe à chaque arc un nombre réel noté P de U, on appelle ça un poids, donc P de U ou bien P de IJ. Donc, si on a le coût de l'arc ou de l'arête qui relie le sommet I vers le sommet J, donc on appellera ça PIJ aussi. Donc, le problème du chemin de coût minimum entre deux sommets X et Y du graphe consiste à déterminer parmi tous les chemins allant de X à Y, celui qu'on va noter mu étoile, mu star si vous voulez, dont le coût total, qui est la somme des P de U pour tous les U appartenant à mu étoile, dans ce coût-là, il est minimal. Donc, dont le coût qui correspond à cette somme est minimal. Minimal sans E. D'accord? Donc on cherche parmi tous les chemins, on doit trouver celui qui a le coût minimum. Donc algorithme de Bellman. Mais avant de commencer l'algorithme de Bellman, je dois définir quelques petites notions. Donc il existe un certain nombre d'algorithmes permettant de déterminer le plus court chemin ou le chemin de coût minimum, si vous voulez, d'un sommet particulier X à tous les autres sommets d'un graphe. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les algorithmes dont nous disposons, ils ne nous permettent pas de calculer le chemin de coût minimal entre deux sommets X et Y, mais en fait, ils nous permettent un peu plus que ça, tous les chemins qui partent d'un sommet X vers tous les autres sommets. Donc, ça veut dire qu'on a des algorithmes qui sont plus généraux encore, qui nous permettent un peu plus que la problématique que nous avons. Donc, l'algorithme de Bellman s'applique aux graphes sans circuit et ayant des poids associés aux arcs qui doivent être positifs. Donc, voilà déjà une contrainte par rapport à cet algorithme. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des circuits dans le graphe, sinon l'algorithme risque de boucler. En fait, pas boucler, mais il ne s'applique pas, tout simplement. Parce qu'il y a un certain procédé, ce procédé ne peut pas s'appliquer sur les graphes sans circuit. Une certaine numérotation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe-circuit? Un graphe-circuit, c'est sans circuit qui ne possède pas de circuit. Mais il a d'autres caractéristiques, c'est qu'un graphe-circuit sans circuit possède au moins
un sommet qu'on appelle une source et un sommet qu'on appelle un puits. Donc, c'est quoi un sommet source? C'est un sommet dont le degré moins est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prédécesseur. Et un sommet puits, c'est un sommet dont le degré plus est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas de successeur. Donc, vous avez ici le sommet x1 et le sommet x6, d'accord? Sommet x1, x6 sont des sommets sources, ils n'ont pas de prédécesseur. Et vous avez le sommet x8 qui est un sommet puits, parce qu'il n'a pas de successeur. C'est bon? L'ensemble des sommets d'un graphe sans circuit admet une partition en niveau. Bon, d'abord, je n'ai pas encore défini ce que c'est la notion de niveau, que je devais définir ici. Donc, définition, étant donné un graphe G, donc dans l'ensemble des sommets c'est X et l'ensemble des arcs c'est U, c'est un graphe orienté sans circuit. Le niveau d'un sommet X, noté n de X, est égal à la longueur du chemin le plus long se terminant à X. Le chemin le plus long en termes d'arc cette fois-ci, mais pas en termes de coût. Donc ça veut dire que je ne tiens pas en compte, je ne tiens pas en considération la notion de coût que j'ai définie tout à l'heure ou la notion des poids, de P, le fameux P de IJ. Ici, je ne tiens compte que de la longueur, c'est-à-dire au nombre d'arcs parcourus, le nombre d'arcs utilisés pour atteindre le sommet X. Donc le niveau de X, c'est le nombre d'arcs utilisés pour atteindre X, et c'est le nombre maximum, c'est-à-dire quelle est la longueur du chemin le plus long en nombre d'arcs se terminant à X. Donc le niveau d'un sommet source, par convention, est égal à 0. Ah oui, le sommet source, pour l'atteindre, on ne peut l'atteindre que de lui-même. Bon, ne vous inquiétez pas, on va prendre des exemples pour comprendre un peu tout ça. Donc, si je dois faire le partitionnement en niveaux, donc je commence par les sommets sources vont être des sommets de niveau 0. Si je supprime les sommets sources, les nouveaux sommets sources sont de niveau 1. Si je supprime ceux qui étaient sources initialement, donc les nouveaux sommets qui vont être des sources vont être les sommets de niveau 1. Si on supprime maintenant les sommets de niveau 1, bien sûr, et les sommets de niveau 0, les nouveaux sommets sources sont de niveau 2 et ainsi de suite. Donc on effectue l'opération jusqu'à ce que les niveaux de tous les sommets soient déterminés. Donc l'ensemble NI, c'est-à-dire l'ensemble des sommets de niveau I, c'est tous les sommets X tels que N de X est égal à I. D'accord? Donc on va calculer, donc on va partitionner tous les sommets de notre graphe en N0, N1, etc. Donc si on prend le graphe qui est là, donc vous avez initialement déjà N0, c'est-à-dire tous les sommets qui sont de niveau 0, c'est quoi? C'est X1 et X6, puisqu'on avait dit que ce sont des sources. C'est bon? Si j'enlève X1 et X6, quels sont les sommets qui deviennent sources? On peut remarquer que c'est faux, ce que j'ai écrit là, c'est X3. C'est exactement ça, X3. Donc c'est l'inverse, hein, donc c'est X3. C'est obligé de corriger. Donc ça c'est le cheminement, donc c'est pas ça. Je ferme ça. Je reviens là. Chapitre 3, oui, j'étais au bon. Alors, X ici, et je pense qu'ici, ça va être X2. Je compile. Voilà. Donc, si j'enlève X1, si je supprime X1 et X6, le seul sommet qui va être source, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de prédécesseur, c'est X3. Donc, il est maintenant de niveau 1.
Si je supprime encore le x3, donc vous n'avez plus le x1, vous n'avez plus le x3, vous n'avez plus le x6. Donc le sommet qui va être source, ça va être x2 cette fois-ci. Si je supprime x2, donc vous n'avez ni x2, ni x3, ni x1, ni x6, il y aura deux sommets sources, c'est x4, x5. D'accord? Si je supprime x4, x5, bien sûr, il n'y a pas de x6, donc le sommet qui va être source, c'est x7, et enfin, c'est x8. Donc voilà un peu le partitionnement au niveau de mon graphe. Donc j'ai 6 niveaux, donc de n0 jusqu'à n5. Donc le niveau n0, c'est x1, x6, le niveau n1, c'est x3, et ainsi de suite. Après, on définit ce qu'on appelle l'ordre topologique. L'ordre, en fait, on va numéroter les sommets, on appelle ça aussi tri topologique, dans un graphe, sans circuit, est une numérotation des sommets qu'on va associer à chaque sommet, tel que le numéro de x on a noté, j'ai noté ça, n, c'est un peu faux là, j'aurais dû l'appeler autrement. Topologique, on va l'appeler T peut-être, ça serait mieux. Pour ne pas, pardon, c'est pas ici, c'est là. T, topologie. Alors, donc, si j'associe à x un numéro t, alors j'ai la condition suivante, c'est que pour chaque arc, t de x doit être, si j'ai un arc xy, donc forcément t de x doit être inférieur à t de y. Donc c'est ça en fait l'ordre topologique, c'est-à-dire que je vais numéroter les sommets et de telle sorte à ce que à chaque fois, si j'ai un arc qui relie x à y, donc il faudrait que le numéro de x soit inférieur strictement au numéro de y. Pour obtenir cet ordre topologique, c'est simple, on ne va pas numéroter les sommets comme ça bêtement, mais on va utiliser la notion de niveau. Donc on va tout simplement numéroter les sommets de n0 d'abord. Donc on va les numéroter dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire que si je reprends un peu l'exemple de tout à l'heure, donc ça veut dire que je peux numéroter x1 par 1 et x6 par 2. Ou bien x6 par 1, x2, x1 par 2. Donc je peux les numéroter dans n'importe quel ordre. Par contre, entre x1 et x3, il faudrait que je commence par n0, donc ça va être 1, 2, ici ça va être 3, ici ça va être 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez un peu la numérotation, comment elle va se faire. Donc je dois respecter les niveaux, mais à l'intérieur d'un même niveau, je peux numéroter n'importe comment. Donc voilà la numérotation, donc bon, elle est fausse aussi. Donc entre le 3 et le 2, c'est l'inverse. Donc il faut que je corrige pour ne pas faire de bêtises. Alors, où est-ce qu'il est le color? Je pense que c'est ça. Il devrait devenir un 2, celui-là devenir un 3. Donc, comme je me suis trompé dans l'autre, forcément, l'erreur, elle va se répercuter. Alors, c'est bon. Donc, vous voyez, donc celui-là, je l'ai numéroté 0. Celui-là, donc, ça va être 1, puisqu'ils appartiennent au même niveau. Ensuite, celui-là, 2. Celui-là, 3, 4. 4 et 5, ici, ça peut être l'inverse, puisqu'ils appartiennent au même niveau. Ensuite, 6 et 7. Donc, j'ai respecté les niveaux pour faire la numérotation ou l'ordre topologique. C'est bon? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Bon, les niveaux et l'ordre topologique, ça s'applique juste lorsqu'on n'a pas de circuit.
Enfin, Ah oui, oui, un peu de- oui, bien sûr. Parce que sinon, Oui, oui, bien sûr. Alors là, en fait, l'ensemble des sommets d'un graphe sans circuit admet une partition au niveau. En fait, ici, c'est un si et seulement si. d'accord, ouais. D'accord? C'est un si et seulement si. C'est une bonne question. Un graphe sans circuit, le niveau, bon, voilà, bon, c'est des définitions. Donc, je n'ai pas donné ce théorème ou une proposition, mais théoriquement, c'est ça. En fait, un graphe sans circuit admet une partition par niveau et réciproquement. On arrive donc à l'algorithme de Bellman. Donc, l'algorithme de Bellman. Donc, bien sûr, comme je l'avais dit, d'abord, le graphe doit être sans circuit. Les poids doivent être tous positifs. Donc, soit un graphe orienté pondéré sans circuit. Pondéré, ça veut dire qu'avec des poids. Et soit x0, un sommet de départ. L'algorithme de Bellman détermine le chemin de point minimum. Quand je dis de point minimum, c'est-à-dire que le chemin vers tous les autres sommets atteignables à partir du sommet x. Donc l'algorithme de Bellman, je le rappelle, s'applique qu'au graphe sans circuit, et est basé sur l'équation dite équation de Bellman, dans laquelle cette équation elle s'énonce de la manière suivante. Donc pi de y est égal au minimum entre pi de y initialement calculé, c'est-à-dire je peux l'avoir déjà calculé auparavant. Dans cette écriture, peut-être mathématiquement, elle n'a pas peut-être de sens. Et pi de x plus p de xy, c'est-à-dire le poids de l'arc qui relie xy. Bien sûr, avec x appartenant à oméga moins de y, c'est-à-dire qu'il est l'un des prédécesseurs de y. Donc, où pi de x est le coût du chemin minimal allant du sommet x au sommet x0, pardon, au sommet y. Et pi de x0, bah, c'est clair que c'est initialement égal à 0. Si vous voulez, c'est l'initialisation. Donc l'algorithme se base sur un graphe dont les sommets sont numérotés selon l'ordre topologique tel que n de x0 est égal à 0. Donc on numérote dans l'ordre topologique en partant d'un sommet x0 qu'on va numéroter par 0. Donc l'algorithme de Bellman s'énonce comme suit. Donc pi de x0 est égal à 0. Et on initialise tous les autres sommets, tous les pi, si vous voulez, pour les autres sommets, à l'infini. Donc pour tous les sommets, pour i allant de 1 jusqu'à n, bon, jusqu'à n-1 normalement, pi de xi va être égal à plus l'infini. Ensuite, pour i allant de 1 jusqu'à n-1 encore, faire, pour tout sommet xj appartenant à l'ensemble des prédécesseurs de xi, on fait la chose suivante. Si pi de xi est supérieur à pi de xj plus p de xi, alors on fait la mise à jour. Pi de xi est égal à pi de xj plus p de xi. Vous allez comprendre lorsqu'on va traiter l'exemple. Et on va écrire pred de xi égale à xj. Bon. Enfin, vous allez comprendre un peu ce que ça veut dire ce fameux pred et vous allez comprendre ce que c'est les mises à jour qu'on est en train de faire. Donc, le pred, en fait, ce n'est autre que le sommet qui m'a permis d'obtenir le chemin le plus court pour arriver au sommet I. Donc, quel est le sommet par lequel je suis passé pour arriver au sommet I? En passant, bien sûr, en partant de x0. La complexité de cet algorithme, elle est en haut de n puissance 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si vous en rappelez un peu, lors du premier cours, j'avais parlé un petit peu de complexité, la complexité d'un algorithme. Voilà, ici, vous avez deux boucles imbriquées et pour chacune, je fais n itérations. Ici, au maximum, un sommet, il a n-1 prédécesseur, puisque dans le cas où on a un graphe complet, bon, ça ne peut pas être le cas s'il doit être sans circuit, mais bon, bref.
On a deux boucles imbriquées, donc on a quelque chose en haut de 1,5. Voilà un peu l'exemple qu'on va traiter. Donc c'est le même exemple que ce que j'ai traité jusque-là. Ben, j'espère que l'erreur de tout à l'heure ne continuera pas à faire apparaître, parce que ça va être plus compliqué de corriger ici, c'est un peu plus chargé. Donc, je commence par l'initialisation. Donc, ça, vous remarquez la chose suivante, c'est que j'ai mon graphe. Bon, il y a quelque chose qui est en vert, ne tenez pas compte pour le moment de ça. Mais vous avez quelque chose qui est en bleu foncé. C'est les poids des arcs, c'est-à-dire le coût qui est associé à l'arc, à chaque arc. Donc, le coût, par exemple, qui est associé à l'arc qui va de x1 vers x2, c'est 1. Le coût de l'arc qui va de x0 à x0 à x2, c'est 1. x0 à x3, c'est 5. De x2 à x3, c'est 3, et ainsi de suite. Donc ça, chaque arc, on lui associe un coût. Ce coût, il peut correspondre à une distance, ou peut-être au temps que je parcours, ou bien à l'argent que je dépense, etc. Donc, ça peut correspondre à un coût. Donc, initialement, on a initialisé, on avait dit ce que vous avez ici entre crochets. Donc, c'est la première composante, c'est le pi, et la deuxième, c'est le fameux pred. Donc, initialement, pi de x0, c'est 0, et pour tous les autres, ça a été initialisé à plus l'infini. Et le pred, pour l'instant, je ne le connais pas, je n'ai pas encore calculé, donc j'ai mis seulement un tiré. D'accord? Bon, ne tenez pas compte de ce qui est écrit ici, normalement ça n'aurait pas dû s'afficher. Donc la première itération, donc je vais calculer les sommets, bon, ils sont numérotés en principe dans l'ordre topologique. C'est-à-dire celui-là c'est x1, tout à l'heure il s'appelait x6, mais maintenant il s'appelle x1. Donc ça veut dire que le prochain que je vais calculer, pour lequel je vais calculer le pi, ça va être ce sommet-là. Ensuite, ça va être celui-là, ensuite celui-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la numérotation ici, elle respecte la numérotation ou l'ordre topologique. Donc vous voyez qu'est-ce qui est devenu en rouge? Bah, c'est x1, mais c'est resté à plus l'infini, toujours un tiret. Pourquoi c'est resté à plus l'infini? Bon, là, c'est un peu un cas particulier, parce qu'en fait, il n'y a pas d'arc qui relie x0, parce que je suis en train de déterminer les chemins qui vont de x0 vers tous les autres sommets. Et comme il n'y a pas d'arc qui va de x0 vers x1, donc le coût va rester égal à plus l'infini. C'est-à-dire que je ne peux pas atteindre x1 en partant de x0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Oui, c'est clair. D'accord. Parce que je ne peux pas atteindre x0 pour aller... pardon, je ne peux pas atteindre x1 en partant de x0, donc le coût restera à plus l'infini, et l'algorithme qui est là, on ne va pas déroger, c'est-à-dire parce qu'il ne fait pas partir, donc je vais partir à i égale 1, donc je vais partir à x1, et comme il n'a pas de prédécesseur, donc je ne vais pas rentrer dans cette boucle. Il n'a pas, x1 n'a pas de prédécesseur, donc je ne vais pas rentrer du tout dans cette boucle, donc pi de x1 va rester à plus l'infini. Donc voilà. Par contre, pour x2, bah, il est passé à 1. Pourquoi il est passé à 1? Pourquoi il est passé à 1? Parce que x2, je vais utiliser l'algorithme. L'algorithme, il me dit, il faut voir tous les prédécesseurs. Les prédécesseurs de x2, c'est quoi? Bah, il y a x0, n'est-ce pas? Et quel est le coût qui me permet d'atteindre en partant de x0 vers x1, ben, il y a un seul prédécesseur, donc je rajoute à ce 0 un 1, et donc ça me donne un 1. Vous allez mieux comprendre peut-être avec les autres. Parce qu'ici, c'est un peu un cas particulier. Il n'y a pas vraiment beaucoup de
enfin, la deuxième boucle, la boucle interne, on l'utilise qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que je rentre à x2, donc ça, x2, c'est la boucle externe. Et la boucle interne, c'est quoi? C'est les prédécesseurs. Donc, initialement, j'avais plus l'infini. Et la boucle interne, qu'est-ce qu'elle me dit? De prendre le prédécesseur. Allez, je vais revenir. Donc, de prendre un des prédécesseurs, de prendre le pi de j, c'est-à-dire du prédécesseur, et de rajouter le poids de l'arc qui va de j vers i. I est égal à 1, plutôt à 2, c'est le sommet x2. Le prédécesseur, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est pi de, plutôt 0, pardon, c'est plutôt le x0. Donc, le prédécesseur, donc pi de x0 plus p de x0 vers x2. Donc, p de x0, c'était 0. P de x2 vers x0, plutôt x0 vers x1, x2, hein, c'est 1. Donc, je vais avoir 0 plus 1, je vais avoir 1. Donc, voilà. C'est pi de x0 plus 1, ça me donne 1. Alors, le prochain, donc, c'est i va être égal à 3. Donc, je vais rentrer dans le sommet 3. Maintenant, quels sont les prédécesseurs du 3? Les prédécesseurs, c'est x0 et x2. Donc, qu'est-ce qu'il me dit l'algorithme? Il faut rajouter pi de x0 plus l'arc qui relie x0 vers le poids de l'arc qui relie x0 vers x3. Donc, c'est 0 plus 5. Ou bien, l'autre prédécesseur, c'est quoi? C'est x2. Donc, pi de x2 plus le poids de l'arc qui relie x2 à x3, donc 3. Donc, c'est le minimum entre 0 plus 5 et 1 plus 3. Et le minimum, c'est 4, donc c'est 1 plus 3, c'est 4. Donc, c'est pour ça que j'ai ici un 4. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. C'est clair pour tout le monde? Donc, par rapport à c'est toujours, c'est-à-dire que là, je suis dans ce sommet, c'est par rapport à la boucle externe. Ensuite, la boucle interne, elle va parcourir les prédécesseurs de ce sommet. Quels sont les prédécesseurs de ce sommet? C'est x0 et x2. Pardon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Initialement, c'était plus l'infini. Donc, je calcule le minimum entre plus l'infini et 0 plus 5 et 1 plus 3. Et j'obtiens donc le minimum, c'est 4. Le suivant, c'est de 3, je passe donc à 4. Donc, c'est celui-là. Comment je calcule ça? Donc, quels sont les prédécesseurs de x4? Donc, je suis à i égale 4. Les prédécesseurs de x4, c'est x1, premièrement. Deuxièmement, c'est x3 et x2. C'est tout. Donc, il y a 3 prédécesseurs, x1, x3 et x2. Et ici, c'était plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je devrais obtenir en principe? Donc, le minimum entre plus l'infini plus 4, ça restera plus l'infini, et 4 plus 4, et 1 plus 6. 4 plus 4, c'est 8. 1 plus 6, c'est 7. Et plus l'infini plus 4, c'est plus l'infini. Donc, le minimum, c'est combien? 7. Voilà, c'est 7. Donc, je trouve 7. Et vous remarquez ici que je suis en train de changer. C'est-à-dire que ici, le minimum, je l'ai obtenu grâce à 1 plus 6. Donc, l'arc qui m'a permis d'obtenir ce minimum, c'est l'arc qui est venu de x2. Donc, j'ai mis ici x2. La même chose, l'arc qui m'a permis d'obtenir le 4, c'est celui-là. Donc, en venant aussi de x2, donc j'ai mis ici x2. Ici, l'arc qui m'a permis d'obtenir le minimum, c'est en passant par x0, donc j'ai mis ici x0. Allez, le prochain, ça va être x5. Quels sont les prédécesseurs de x5? C'est...
Alors, je vous entends. Je vous écoute. X3, X2. X2, X3. Donc, quel va être le coût qui va être associé à X5? Donc, c'est le minimum entre 4 plus 7 et 1 plus 5. Donc, ça nous donne 4 plus 7, 6. Voilà, voilà, c'est 6. Donc, on a obtenu 6 et en passant par X2 encore. D'accord? Pour atteindre X5, on passe par X2. On ne passe pas par X3. Le prochain, donc, ça va être X6. Donc, X6, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? Donc, il a X1, X5 et X4, n'est-ce pas? X1, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune chance parce qu'il est toujours à plus l'infini. Donc, plus l'infini, plus 2, ça nous donne moins plus l'infini. X4, c'est 7 plus 3, donc ça nous donne 10. Ou bien, vous avez X5 qui en a un autre prédécesseur, c'est 6 plus 8, ça nous donne 14, donc le minimum c'est 10, donc en passant par X4, donc c'est ça, 10, et je suis passé par X4, je note ici X4. Je finis donc par X7. X7, il a deux prédécesseurs. Bon, il est clair que le prédécesseur qui est de X1, qui vient de X1, enfin qui est X1, n'a aucune chance parce que c'est plus l'infini. Donc par contre, je vais avoir donc X6 qui est un prédécesseur. Donc ça va être 10 plus 3. Donc je vais obtenir 13 ici, n'est-ce pas? Et le prédécesseur qui m'a permis d'obtenir le 13, donc c'est X6. Donc je vais avoir ça, 13 X6. Voilà comment je calcule le chemin le plus court en utilisant l'algorithme de Bellman, donc de proche en proche. Cet algorithme, je vous disais, d'abord exige une numérotation préalable. Si je ne numérote pas correctement, ben, je vais me retrouver. Vous voyez qu'à chaque fois que je suis sur un sommet, ses prédécesseurs ont déjà leur pi. En fait, ça, c'est grâce à la numérotation qui m'a permis d'avoir le sommet qui est plus grand. Les sommets qui le précèdent ont toujours leur pi qui est déjà calculé. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on fait une numérotation assez particulière. Si vous ne faites pas cette numérotation, vous ne pouvez pas appliquer l'algorithme de Bellman. Et cette numérotation, elle n'est pas possible sur un graphe qui possède des circuits, parce que vous avez quelque chose qui boucle, qui est contradictoire. C'est-à-dire que je vous ai dit que si vous avez un arc X vers Y, le numéro de X doit être inférieur au numéro de Y. Et si vous avez un circuit, ben, il y aura une contradiction quelque part. Vous ne pouvez pas avoir tout le temps le numéro de X qui va être inférieur au numéro de Y parce que vous avez un circuit. Donc, il y a quelque chose qui va être contradictoire ou impossible à faire. D'accord? Donc, un graphe qui contient un cycle ne peut pas avoir une numérotation topologique. Il ne peut pas. C'est bon? Vous avez compris un peu comment on utilise l'algorithme de Bellman? Donc, je reviens maintenant un peu sur cette histoire des arcs qui sont coloriés en vert. En fait, si le plus court chemin allant de X0 à X7... monsieur, s'il vous plaît. Oui. La réunion de réseau a commencé. Est-ce que vous pouvez... Le cours de réseau? Oui. Ah, je suis obligé de vous laisser alors, excusez-moi. Bon, on arrête là, alors la prochaine fois on reprend. OK.